Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on se penche sur une histoire absolument fascinante, un vrai thriller qui se situe à la frontière de la biologie radicale, de la controverse médicale et d'une intrigue bien réelle. C'est un décryptage d'une série de théories qui a littéralement coupé en deux le monde médical arabe. On va s'appuyer strictement sur les faits documentés concernant une figure ultra polarisante de la médecine, un homme qui a complètement remis en question les fondements mêmes de la nutrition humaine, et dont la vie s'est achevée dans des circonstances pour le moins troubles. Il est question de dogmes scientifiques, d'intérêts industriels massifs et d'une toute nouvelle façon de concevoir la biologie de notre corps. Ok, plongeons directement dans le vif du sujet. Pourquoi un expert reconnu en soins intensifs en vient-il à défier la médecine moderne? Pour bien comprendre l'ampleur du séisme, il faut d'abord regarder le CV de ce médecin. Le docteur Dia Al-Awadi, ce n'était pas un obscur chercheur marginal, pas du tout. Il était professeur et chef du département d'anesthésie et de réanimation à la très prestigieuse université Qasr Al-Aini du Caire. Son quotidien, c'était les soins intensifs, la gestion des cas les plus critiques. Et c'est justement cette confrontation permanente avec la vie et la mort qui l'a poussé à remettre en question ce qu'il appelait les moyens d'orientation traditionnelle de la médecine, c'est-à-dire les protocoles cliniques établis. Il trouvait que ces directives ne visaient pas toujours la guérison définitive, préparant ainsi le terrain pour sa vision très dissidente. Mais voilà, l'histoire prend une tournure digne d'un roman noir avant même que ces théories n'aient pu être définitivement tranchées par ses pairs. On parle d'un décès soudain, totalement inexpliqué, dans une chambre d'hôtel à Dubaï. Et ce, juste après une rencontre avec un dirigeant de l'industrie agroalimentaire. Il était là-bas à l'invitation d'une connaissance qui, fait troublant, se trouvait être le directeur d'une des plus gigantesques entreprises de volailles d'Égypte. Son propre avocat a confirmé le décès en insistant bien sur le côté mystérieux et incertain des circonstances. Pas de cause de mort immédiate et claire, des affrontements répétés avec d'énormes intérêts industriels. Forcément, ça a alimenté de multiples interrogations. Ce qui nous amène à la première partie, la controverse centrale, le paradoxe du sucre. Pour saisir pourquoi ce médecin spécialisé en soins intensifs déclenchait autant de passion, il faut regarder le cœur moléculaire de ses arguments. Ce sont ces idées biochimiques radicales qui l'ont transformé en cible, aussi bien pour l'establishment médical que pour les lobbies industriels. La rupture, de base, elle se trouve exactement ici. D'un côté, on a le consensus de la médecine contemporaine qui nous répète que le sucre est un poison blanc, carrément associé à de multiples pathologies modernes. Et de l'autre, la vision du docteur Al-Awadi, qui prend le contre-pied total. Pour lui, traiter le sucre de toxine, c'est une aberration absolue, à la différence de l'arsenic qui ne tue pas sur le coup. Il affirmait au contraire que le sucre, particulièrement le saccharose naturel de betterave ou de canne, est en fait la matière première structurelle vitale de notre corps, la base même de la régénération cellulaire. Alors, ce qui est vraiment super intéressant ici, c'est ce chiffre. 12. Et ce n'est pas une métaphore. Selon le docteur Al-Awadi, le glucose n'est pas juste un petit carburant énergétique que notre cerveau et nos muscles brûlent de façon éphémère. Non, il affirmait que notre corps utilise le glucose comme matière première directe pour fabriquer 12 acides aminés essentiels, c'est-à-dire les briques de construction physique indispensables pour faire de la masse musculaire. Et ce rôle structurel va encore plus loin dans les détails. Notre corps ne stocke pas directement les protéines, n'est-ce pas? Eh bien, selon cette théorie, il dépend carrément du glucose pour activer et faire fonctionner les cycles de synthèse protéique. Il soutenait mordicus que la division cellulaire et la création même de l'ADN ont besoin du sucre comme fondation absolue. L'exemple le plus fou qu'il mettait en avant, la production massive de spermatozoïdes. C'est un processus extrêmement gourmand en ressources qui s'appuierait littéralement sur l'architecture du sucre. Ça soulève une question cruciale qui nous pousse vers notre deuxième partie, le mécanisme de sauvetage et l'analogie du pompier. Si le sucre est une telle merveille de la nature, pourquoi le taux de sucre dans le sang explose-t-il de façon si alarmante quand on est malade, traumatisé ou super stressé? Et c'est là que son explication biochimique propose un renversement complet. Il qualifiait ce pic de sucre de véritable mécanisme de sauvetage. 0,5, un demi-kilo, c'est la quantité hallucinante de sucre que, d'après les travaux du docteur, notre foie est capable de fabriquer de lui-même chaque jour à partir d'acides et d'alcool internes. Et ce, même si on ne mange absolument aucun sucre de la journée. Mais pourquoi le corps ferait-il un truc pareil? Eh bien, en temps de crise, on libère des hormones d'urgence comme le cortisol et l'adrénaline. Et ces hormones ordonnent au foie de produire ce sucre en masse pour s'assurer que le système nerveux central et le système immunitaire aient l'énergie indispensable pour réagir, combattre et survivre à l'inflammation. Et ceci illustre brillamment sa pensée. Affirmer que le sucre cause la maladie parce qu'il est élevé lors d'une crise, c'est comme accuser les pompiers d'avoir allumé l'incendie simplement parce qu'on les trouve sur les lieux du sinistre. C'est quand même une analogie percutante pour rappeler que corrélation n'implique pas causalité. Ce médecin argumentait que l'élévation du taux de sucre est une réponse défensive, purement biologique. Le sucre, en gros, est envoyé là pour éteindre le feu. Et forcément, cette vision redéfinit aussi totalement le rôle de l'insuline. Le modèle traditionnel, à gauche, voit l'insuline principalement comme le grand régulateur, le flic de la circulation sanguine qui contrôle le sucre dans tout le corps.
Le modèle d'Alawadi, en revanche, affirmait que 99% de la fonction du pancréas consiste à produire des enzymes digestives. Pour lui, l'insuline est une hormone digestive purement locale, destinée principalement aux muscles et qui est vite dégradée par le foie et les poumons. Du coup, il soutenait qu'une présence excessive d'insuline qui circulerait librement partout dans le sang devient en réalité super nocive. C'est d'ailleurs pour ça qu'il critiquait si vivement le diagnostic conventionnel du diabète. Il faisait remarquer qu'au stade dit prédiabétique, de nombreux patients souffrent de symptômes graves, comme des problèmes neurologiques ou des dysfonctions érectiles, et ça parfois 10 ans avant que les analyses sanguines ne montrent une hausse du taux de sucre. Il soutenait que de s'acharner à abaisser artificiellement le sucre avec de l'insuline injectée, c'était ignorer complètement ces alertes précoces et passer à côté de la vraie racine du problème qui se joue dans nos cellules. C'est ainsi que naît la troisième partie, le protocole alimentaire alternatif. En se basant sur cette biochimie très particulière, il a mis au point une approche pratique pour s'éloigner des produits chimiques ou pharmaceutiques. L'idée, laisser le corps s'autogérer en utilisant sa propre biologie interne grâce à un régime basé sur la digestibilité pure. Et les règles de ce protocole étaient extrêmement spécifiques et, disons-le, très controversées. Premièrement, éliminer les fibres insolubles. Il considérait qu'on ne peut pas digérer de nombreux légumes et que ces fibres agissent comme un véritable plastique qui endommage le système digestif. Deuxièmement, bannir le blé et le seigle moderne, qu'il jugeait génétiquement modifiés et fondamentalement dangereux. En contrepartie, troisièmement, il encourageait à fond la consommation de sucre naturel, comme la canne à sucre ou le miel. Et enfin, la règle d'or, ne manger et ne boire que lorsqu'une vraie sensation de faim ou de soif se fait sentir, jamais par simple habitude. Mais la clé de voûte absolue de cette méthode, c'était une pratique super rigoureuse, le jeûne sec, ou ayuno seco. Attention, on ne parle pas d'un simple jeûne intermittent à la mode, il s'agissait d'une abstinence totale, sans la moindre goutte d'eau pendant 10 à 16 heures d'affilée, au moins 2 jours par semaine. L'objectif derrière ça, forcer délibérément le corps à activer ce fameux mécanisme de sauvetage. En créant ce stress contrôlé, le foie est poussé à produire de lui-même ce fameux demi-kilo de glucose vital pour régénérer les cellules, tout ça en totale autarcie, sans déclencher une production excessive d'insuline. Passons à la suite et voyons comment tout cela s'articule dans notre quatrième partie. Réaction négative et opposition médicale. Parce qu'évidemment, jeter publiquement aux orties des décennies de directives cliniques internationales, ça ne passe pas inaperçu. Les réactions ont été rapides et d'une intensité redoutable. Sur le plan académique, la riposte a été frontale. Prenons le docteur Omar Al-Saadani par exemple. Il a publiquement accusé ces théories d'être complètement déconnectées des standards de preuves scientifiques mondiaux. L'opposition rappelait avec insistance un fait incontournable de la médecine moderne, l'hyperglycémie chronique provoque des dommages documentés et indéniables sur les petits et gros vaisseaux sanguins. Ce débat public, entre la défense farouche de la science orthodoxe et les partisans de la biochimie alternative d'Alawadi, a littéralement fracturé l'opinion. Mais le conflit s'est propagé bien au-delà des amphithéâtres universitaires. Oh que non! Les recommandations nutritionnelles du médecin, qui devenaient très populaires dans le monde arabe, conseillaient d'éviter le blé moderne et la volaille élevée industriellement. Cet appel au boycott, de fait, a eu des répercussions tangibles dans le monde réel. Ça causait des pertes financières se chiffrant en millions de dollars pour les mastodontes de l'agroalimentaire, notamment pour la production d'œufs et de poulets. Ces idées biochimiques s'étaient transformées en de véritables menaces économiques. La trajectoire donne le vertige quand on y repense. On a d'abord une crédibilité académique indéniable aux soins intensifs du Caire, puis l'élaboration et la diffusion massive d'une théorie radicale sur le sucre, ensuite un impact économique dévastateur sur les revenus de puissantes industries agricoles, et pour finir, cette mort brutale et inexpliquée dans une chambre d'hôtel à Dubaï. Et ce, juste après un déplacement lié à un représentant de l'industrie même que ces théories affaiblissaient. Ce qui laisse une réflexion fondamentale et plutôt brûlante pour conclure cette analyse. Quel est le véritable prix de la disruption scientifique? Que révèle réellement la mort non résolue d'un médecin réanimateur aussi disruptif sur les frictions entre la biochimie alternative et les superpuissances agroéconomiques mondiales? L'histoire du paradoxe du sucre et de son créateur va bien au-delà d'un simple débat sur la nutrition. Elle illustre avec une clarté troublante ce qui se passe quand des théories médicales cessent d'être de simples concepts pour devenir des forces capables de faire trembler des marchés financiers colossaux. Que l'on perçoive les idées du docteur Alawadi comme une percée révolutionnaire ou comme une dangereuse hérésie, le contexte de sa disparition continue de soulever des questions fascinantes. Une vraie invitation à s'interroger sur la zone grise où la santé, la science et les grands lobbies interagissent et parfois entrent violemment en collision.